Après un sujet il y a quelque temps dans Blow Up sur Paris vu par les cinéastes américains, voici à l'inverse un sujet sur l'Amérique vu par les cinéastes français. Car il se trouve que de nombreux cinéastes français ont un jour posé leur caméra sur le sol américain, à New York le temps d'une scène pour Michel Blanc dans Marche à l'ombre, ou en Louisiane le temps d'un film pour Bertrand Tavernier dans la brume électrique, il y a longtemps avec le cinéaste français Jacques Tourneur, réalisant en Amérique de célèbres films d'épouvante comme La Féline, ou plus récemment avec Mélanie Laurent sur les routes américaines, avec Ellie Fanning dans Galveston, pour des films de production majoritairement française comme Foxfire de Laurent Cantet et son gang de filles dans l'Amérique des années 50, ou pour des films entièrement américains comme Otage de Florent Emilio Siri avec Bruce Willis, pour des carrières américaines au long cours comme celle de Louis Leterrier, réalisateur de L'Incroyable Hulk, du Choc des Titans ou ici d'Insaisissable, ou pour une expérience unique, un aller-retour avec Eric Zonka dans Julia, parti avec Tilda Swinton sur les routes californiennes jusqu'à la frontière mexicaine. Bref, comment les cinéastes ont-ils regardé l'Amérique ? Vaste question, et de nombreux exemples qui pourront peut-être confirmer ou infirmer cette citation de Jean Baudrillard « Il se peut que la vérité de l'Amérique ne puisse apparaître qu'à un Européen ». Et commençons par une question. Pourquoi les cinéastes français ont-ils tourné sur le sol américain ? Eh bien tout d'abord pour des raisons politiques, comme Jean Renoir, exilé en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a tourné aux États-Unis une poignée de films, comme Cet homme du Sud, scénarisé entre autres par William Faulkner. Sinon, autre cas d'exil, celui de Louis Malle, cinéaste très controversé en France dans les années 70, avec des films sulfureux comme Le souffle au cœur et sa relation incestueuse, ou Lacombe Lucien, tout aussi sulfureux sur l'occupation. Alors, lassé par les polémiques, Louis Malle a rejoint l'Amérique fin 70 pour y tourner de nombreux films, à commencer par La Petite avec Brooke Shields, un film qui lui aussi fera scandale et déclenchera une controverse. Mais encore, et bien souvent, les films français tournés aux États-Unis intègrent le voyage, le tourisme, la curiosité du néophyte dans leur scénario, avec deux pôles principaux. Tout d'abord la découverte de l'Ouest américain, le désert, les lacs, que visitent notamment Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo dans Un homme qui me plaît de Claude Lelouch. Ou plus récemment, toujours l'Ouest américain, dans Valley of Love de Guillaume Niclou, où Isabelle Huppert et Gérard Depardieu font un pèlerinage dans la vallée de la mort, avec de nombreuses scènes qui jouent du décalage. Par exemple Isabelle, qui marche longtemps, très longtemps, trop longtemps, dans les allées d'un motel avant de regagner sa chambre. Mais aussi Gérard dans un magasin de souvenirs, Gérard qui s'ennuie à la piscine, et enfin Gérard et Isabelle dans la vallée de la mort. J'ai vu un gros lézard tout à l'heure, je vais lui donner du pain. T'as pas le droit de nourrir les animaux. C'est un lézard. Tu altères l'écosystème. Et puis, autre pôle énormément visité par les cinéastes français, New York évidemment. Il y a longtemps, dans Trois chambres à Manhattan de Marcel Carné, avec le flirt entre Maurice Ronet et Annie Girardot encore elle, le temps d'une errance nocturne dans la ville qui ne dort jamais. Au début, j'aimais New York. Et puis... Toutes les villes sont les mêmes. On les aime ou on les déteste en fonction de ce qu'on y trouve. Sinon plus récemment, dans New York, de Géraldine Nakache, Manu Payet et sa bande, qui, comme tout le monde, découvrent en New York une ville très familière. J'ai déjà vu ça. Même découverte touristique dans 2 Days in New York, où Julie Delpy, exilée dans la Big Apple, reçoit la visite enthousiaste des membres de sa famille, mais qui faisait un peu moins les malins à l'arrivée à l'aéroport. Is that it? Enfin, citons Casse-tête chinois de Cédric Clapiche, dans lequel l'écrivain Romain Duris tente sa chance à New York, une ville qu'il découvre en taxi, puis qu'il traverse en métro, pas très Covid-friendly, et une ville enfin qu'il arpente à vélo, ce qui lui inspire quelques réflexions. En étant rivé au sol, tu comprends que New York, c'est une ville qui délire sur le ciel. Ce que New York vend au monde entier comme image, c'est la skyline, les skyscrapers, les penthouses, les rooftops. Le seul truc qui intéresse les gens ici, c'est d'être proche du ciel. Mais encore, et bien souvent, et peut-être même toujours, les réalisateurs français tournant aux États-Unis questionnent d'une façon ou d'une autre le cinéma américain. De manière directe, pour Michel Hazanavicius dans The Artist,
qui recrée l'âge d'or du cinéma muet et l'apogée des grands studios hollywoodiens. Ou de manière plus indirecte, Jean-Pierre Melville, qui en couleur dans L'aîné des fers chauds, ou en noir et blanc dans Deux hommes à Manhattan, pose sa caméra à New York et marche sur les pas du polar américain qu'il aime tant, pour une enquête menée comme un symbole par Jean-Pierre Melville lui-même dans un métro un peu plus Covid-friendly, ou à l'extérieur à Times Square. C'est pas plus gentil comme ça? On mesure les degrés d'une civilisation à la forme empruntée par sa prostitution. C'est qui ça? De moi. Sinon, et cette fois à Los Angeles, Jacques Deray, dans Un homme est mort, a lui aussi plongé avec Jean-Louis Trintignant dans l'ambiance du polar américain, au rythme des synthés très 70s de Michel Legrand. À part ça, plus récemment, Guillaume Canet, dans Blood Ties, a lui aussi tourné en Amérique et payé son tribut au polar américain, et plus spécifiquement ceux des années 70. Enfin, un cas particulier, Bruno Dumont, dans 29 Palms, a plongé ces deux acteurs au cœur du désert américain, dans une fiction lorgnant d'abord du côté du Zabriskie Point d'Antonioni, avant de bifurquer violemment dans une fiction à la délivrance, mais nous en avons déjà trop dit. Oh my God! I'll get out of the fucking way! Enfin, tourné aux États-Unis, pour rendre hommage et pour questionner le cinéma américain, un metteur en scène l'a fait de façon tout à fait concrète, Chris Marker dans Sans Soleil, marchant, et cette fois littéralement, sur les pas de James Stewart à San Francisco, dans Vertigo. Il semble être question de filature, d'énigmes, de meurtre. Mais en vérité, il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d'éblouissement. Mais sinon, eh bien, quelques cas particuliers, à commencer par les cinéastes de la Nouvelle Vague, puisque Truffaut, Rivette, Chabrol ou Godard, ici avec À bout de souffle, ont souvent affirmé dans leurs premiers films leur amour pour le cinéma américain, et tous ont plus ou moins flirté avec l'idée de faire un jour un film aux États-Unis, sans jamais réellement y parvenir. Bonnie and Clyde, avant d'être réalisé par Arthur Penn, a failli être tourné par François Truffaut, puis par Jean-Luc Godard. Un Godard qui est venu à New York à la fin des années 60 pour y tourner un film One American Movie avec la complicité des documentaristes Don Alan Pennebaker et Richard Leacock, mais il a quitté le projet avant la fin. Reste tout de même de cette occasion manquée une séquence mythique, le groupe Jefferson Airplane en concert non autorisé sur les toits de New York, filmé par Jean-Luc Godard himself. Sinon, Alain Resnais, lui aussi, a développé de nombreux projets en Amérique, mais sans succès, parvenant tout de même à réaliser à New York, début 70, un court segment du film de GB, L'An 1, où il imagine une crise boursière cauchemardesque. Sinon, n'oublions pas que l'un de ses plus célèbres films, Mon oncle d'Amérique, se conclut à New York par cette séquence saisissante. Enfin, l'égérie de la Nouvelle Vague, Anna Karina, a de son côté réalisé un film en grande partie tourné et improvisé aux États-Unis, Vivre ensemble, où elle plonge dans le New York Peace and Love de la fin des années 60, enregistrant à Central Park les sit-ins contre la guerre du Vietnam, avant d'écouter les copains jouer de la guitare sur les toits. Mais encore, eh bien de nombreux cinéastes français ayant réalisé en France des films très américanisés, comme Luc Besson avec Nikita, ont logiquement fini par traverser l'Atlantique. Des traversées couronnées de succès avec Léon et son personnage de tueur à gages plutôt gauche et décalé, qui aurait presque des airs de Monsieur Hulot. Mais aussi des traversées de l'Atlantique nettement moins couronnées de succès pour Mathieu Kassovitz, qui passe de La haine à Babylon AD, grosse production américaine avec Vin Diesel, une production qui a viré au cauchemar, comme en témoigne le making-of Fucking Kassovitz, où le metteur en scène accumule les problèmes et se montre sans filtre. Je veux pas de dizaines comme ça vous pouvez vous les prendre. Vous pouvez les refaire et vous me donnez les trucs que j'ai demandé il y a 6 mois. Enfin, il y a eu Jean-Pierre Jeunet pour une première traversée peu concluante avec Alien Resurrection, puis une deuxième plus convaincante avec l'extravagant voyage de T.S. Spivett, où les paysages ont changé par rapport à ces films français, mais où l'on se croirait quand même, par moments, au bord du canal Saint-Martin.
À part ça, autre cas particulier, le cinéma d'horreur, qui a souvent accueilli à bras ouverts les cinéastes français, notamment Pascal Laugier dans The Secret, Christophe Gans pour Silent Hill, ou encore ici, peut-être la greffe la plus réussie, Alexandre Aja pour La colline à des yeux, dans lequel le cinéaste français plonge une famille d'Américains sur deux, arrogants et aveugles au monde, en terre inconnue, et ce ne sont pas leurs caravanes, leurs drapeaux américains, leur sens de la famille et encore moins leur foi qui vont les sauver. Enfin, certains électrons libres français, venus d'autres horizons, ont tourné de nombreux films en Amérique, et souvent inclassables. C'est le cas de Quentin Dupieux, venu de la musique électro, qui dès Rubber et son pneu Serial Killer a imposé sur le sol américain son sens de l'absurde et son goût pour l'expérimental. Idem pour les Daft Punk, avec leur monde de masques et de robots dans leur film Daft Punk's Electroma, tout aussi absurde et expérimental. Sans oublier Michel Gondry, venu du clip, et qui a proposé en Amérique quelques fictions décalées, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec ses variations temporelles pour l'éternité, sur les plages enneigées de la côte est des États-Unis. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le documentaire, car nombre de cinéastes ont choisi l'Amérique comme sujet, à commencer par François Reichenbach en 1958, dans L'Amérique insolite, parcourant le pays en commençant par San Francisco. D'ici partent toutes les routes vers toutes les Amériques possibles. Et toutes sont possibles. Mais aussi Agnès Varda, qui a réalisé de nombreux documentaires à Los Angeles, à la fin des années 60, par exemple sur les Black Panthers. Sinon, Raymond Depardon, en 1980, a filmé dans le silence l'hommage de New York à John Lennon, au lendemain de son assassinat. Sans oublier Chantal Akerman, cinéaste belge, certes, mais nous tenions à la citer, qui dans News from Home lit de nombreuses lettres envoyées par sa mère sur des images de New York. Je t'embrasse de mon cœur, ainsi que papa, Sylviane et toute la famille, ta maman qui t'aime tendrement. Enfin, plus près de nous, Sébastien Lifshitz a suivi l'écrivain Stéphane Bouquet à la recherche de son père en Amérique dans la traversée. D'un autre côté, comme me le fait justement remarquer Sébastien, je ne suis pas censé être en voyage. Je suis là pour retrouver mon père. Bref, si on ajoute la rencontre au sommet entre Emmanuel Béard et Harvey Keitel à New York dans Un crime de Manuel Pradal, mais aussi la rencontre entre Vincent Cassel et Juliette Lewis dans l'Ouest américain, dans Blueberry de Yann Kounen, et la rencontre entre Benicio del Toro et Mathieu Amalric dans Un hôpital du Kansas, dans Jimmy P. d'Arnaud Desplechin. You may have a seat if you wish. On peut dire que tous les acteurs et tous les cinéastes français, ou presque, ont un jour traversé l'Atlantique. Même Florence Foresti, à Hollywood, dans Hollywood de Frédéric Berth. Hey, Hannibal Lecter, ok. Même Jean Reno et Christian Clavier, à Chicago, dans Les Visiteurs en Amérique de Jean-Marie Poiret. Même Coluche, dans Le Bronx, dans Banzai de Claude Zidi. Et même Louis de Funès et ses collègues à Manhattan, dans Le Gendarme à New York de Jean Giraud. Et tout ceci nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes tournées par des cinéastes français sur le sol américain, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons pour commencer à Agnès Varda, car la cinéaste a réalisé d'autres films en Amérique, et plus précisément à Los Angeles, par exemple le diptyque Murmure et documentaire, mais aussi et surtout l'étonnant Lion's Love, réalisé en 1968, fiction libertaire, où l'on croise notamment la cinéaste Shirley Clarke. The place is beautiful, everything's beautiful. You've never been to Hollywood before. Neither have I. Welcome to Hollywood. Où l'on assiste également à la télévision à l'assassinat de Robert Kennedy, mais surtout un film où l'on ironise sur le glamour hollywoodien avec ses étoiles de stars, ses librairies de stars, ses villas de stars, et enfin ses noms de rue de stars. Jeanette, Spencer, Anne, Bean, Olivia, Douglas, Anne, Shirley, Gregory, Marilyn, Rita,
Notre numéro 4 concerne Jean-François Richer, lequel a réalisé en 2005 le remake d'Assaut de John Carpenter, mais aussi plus récemment, au Nouveau-Mexique, Bloodfather avec un Mel Gibson qui vient au secours de sa fille menacée par un gang. Un film qui lorgne un peu du côté de L'Arme Fatale, Mel Gibson dans sa caravane oblige, et qui lorgne aussi un peu du côté de Mad Max, Mel Gibson armé sur sa moto oblige. Mais un film, surtout, qui s'ouvre par une scène savoureuse que sans doute seul un Européen, ou en tous les cas un étranger en exil en Amérique, aurait pu imaginer. And a pack of Camel Lights. ID? I can't sell them to you without an ID, honey. Then just the bullets. Notre numéro 3, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, car il se trouve que nous aimons la tentative américaine de Jacques Audiard, et plus précisément sa façon de revisiter un genre pourtant éculé, le western. Ainsi, les personnages dans Les Frères Sisters ont des velléités hygiéniques plutôt inédites. Ils sont également à la merci de dangers peu vus dans le genre. Ils sont également amenés à découvrir de grandes villes, là aussi finalement peu vues dans les westerns, allant même jusqu'à se retrouver, chose très rare, face à l'océan, là où les cow-boys se retrouvent plus souvent face à des rivières. Enfin, le film s'ouvre par la question de toutes ces collisions franco-américaines, comment s'inscrire dans un genre tout en personnalisant, en s'appropriant, bref en décalant des scènes comme le règlement de compte vu 1000 fois, et bien comme ceci. Hey! This is the Sisters, brothers! The Commodore sent us! He knows you have Blount! Hand him over, and the rest of you will live! Notre numéro 2 concerne Jacques Demy, car le cinéaste des Parapluies de Cherbourg a tourné un film en Amérique, et pas n'importe lequel, Model Shop en 1968. Avec tout d'abord une ouverture comme un symbole, un travelling arrière en bordure de mer, comme dans Lola et comme dans La Baie des Anges, pour dire que si le décor a changé, le film reste bien signé Jacques Demy. Et puis le film contient de nombreuses et très belles scènes de déambulation, filature en voiture, sur des musiques de Bach, Rimsky-Korsakov ou Schumann, des scènes de filature très Vertigo d'Hitchcock qui montrent la fascination de Jacques Demy pour un pays et un cinéma longtemps fantasmés, et des scènes qui seront contre toute attente l'une des références de Quentin Tarantino pour les nombreuses scènes de voiture dans Once Upon a Time in Hollywood. Vertigo, Model Shop, Once Upon a Time in Hollywood, une circulation franco-américaine et contre toute attente un retour à l'envoyeur qui nous donne une petite envie de ricut comme ça pour voir. Enfin notre numéro 1, terminons ce top 5 par l'un de nos cinéastes fétiches, Luc Moulet, lequel a tourné au milieu des années 90 un moyen-métrage aux États-Unis, Le ventre de l'Amérique, et plus précisément dans la ville de Des Moines, dans l'Iowa, un film sur la monotonie des villes américaines, où Luc Moulet assiste à un match de hockey, où il visite des malls, fait mine de voler des journaux. Il serait facile de les emporter tous pour les revendre,
Mais ici, tout le monde est honnête. et rentre à son hôtel pour zapper à l'infini sur les programmes télé. Et puis, en point d'orgue, la traversée d'anthologie du centre-ville de Des Moines, la vision acerbe et pince sans rire d'un cinéaste français sur l'Amérique à son apogée. Des Moines compte 400 000 habitants. Le centre-ville commence ici. Et c'est fini.